RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi partout au Sénégal. Il est également 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, le deuil qui frappe la communauté mouride et bien au-delà avec la disparition d'El Hadj Abdoulaye Niang. Il avait dédié sa voix unique à chanter les Khassaïd de Serigne Touba. Lutte contre l'émigration clandestine, l'Union européenne dégage 6 milliards pour renforcer le dispositif existant et signe un partenariat opérationnel conjoint avec le Sénégal. Horizon sans frontières rejette le nouvel accord. Épidémie de coronavirus, le Sénégal dans l'attente des résultats des tests sur un cas suspect enregistré à Kolda. En Afrique, le Covid-19 gagne du terrain et touche désormais 11 pays du continent. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane, l'épicentre du Covid-19 en Chine reprend ses activités. Wuhan, où les entreprises vont réouvrir leurs portes progressivement. Une annonce de Pékin aujourd'hui. Iyad Adgali et ses conditions pour négocier avec Bamako. C'est parce que le chef rebelle ne veut pas dialoguer en position de faiblesse. Notre confrère Serge Daniel analyse et parle d'un terroriste essoufflé. Mbalo s'en va, Barrow arrive. Le président gambien attendu ce soir à Dakar pour un conseil présidentiel prévu ce jeudi. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le développement de ces titres. Les titres sport. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Le football avec le coronavirus qui menace les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2021. Le Kenya ne veut pas recevoir les joueurs comoriens qui évoluent en France. La Gambie, qui a plusieurs de ses internationaux en Italie, demande un report de son match face au Gabon. En Ligue des Champions, Kylian Mbappé s'est entraîné ce matin avec le Paris Saint-Germain qui va donc affronter Dortmund ce soir. En rugby, le Bartes Trophy U20 prévu au Kenya est reporté. Le Sénégal devait participer à cette compétition junior. Les détails dans le journal des sports. Et puis, point de vue, aujourd'hui, nous discutons de l'exploitation illégale et du trafic de bois sénégalais via la Gambie, prétexte la diffusion il y a quelques jours d'une enquête de la BBC sur la question. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne Papa Mardiao. Sa voix puissante et son timbre électrique ont marqué les esprits et les cœurs bien au-delà des talibés mourides et des fidèles musulmans, une voix qu'il avait perdue à force de chanter les Khassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba. El Hadj Abdoulaye Niang a tiré sa révérence à l'âge de 94 ans à Saint-Louis, la capitale du Nord où la levée du corps vient de prendre fin. Mohamed Nabi Silla. C'est ainsi que des prières et khassaïd ont retenti à la levée du corps de Serigne Abdoulaye Niang à Pikine. Mamadou Niang, son fils aîné, témoigne. Khadim Rassoul Sadikh Niang yalla def na mu wacc liggéey bi nuy waji julli fajar. C'est ce matin à l'aube que notre père nous a quittés à l'âge de 94 ans. Il nous a inculqué à nous les fils, les petits-fils, mais également à toute la famille. Et chacun peut tenir le rôle grâce à ses enseignements. Le colonel des eaux et forêts à la retraite, Mame Balla Gueye, témoigne sur l'homme qui lui était très proche. Cet homme qui est à l'âge Abdoulaye Niang, âgé de 94 ans, qui a chanté les Khassaïd de Serigne Touba partout dans le monde. Personnellement, c'était mon ami et mon père. Quand je venais à Saint-Louis, on s'accompagnait dans la voiture et je lui faisais écouter ses Khassaïd. Il m'a raconté pas mal d'histoires. Il m'a juré qu'il n'a jamais fait l'adultère dans sa vie. Billahi wallahi wa ta'ala. Il m'a toujours exhorté d'être sur le bon chemin et de ne jamais me presser. Le cortège funèbre s'ébranle vers Touba où l'enterrement est prévu dans les environs de 17h. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabi Silla. Malgré son grand âge et peut-être pour cette raison-là, El Hadj Abdoulaye Niang est plus connu par certaines générations que d'autres. Retour sur une vie exceptionnelle dans ce portrait réalisé par Amadou Sabarba. Une voix qui a marqué plusieurs générations musulmanes, celle mouride en particulier.
Ablaye Niang, un laudateur illustre de Serigne Touba, est né en 1927 dans la région de Diourbel. Sa voix, à la fois imposante et veloutée, accrochait son public. L'homme avait son style et son talent de rapporter les écrits du fondateur du mouridisme. Tout a commencé en 1943 où Ablaye Niang a fait sa première apparition au Magal de Touba. Le chanteur religieux était au centre des débats. Même le khalife général d'alors, Serigne Modou Moustapha Mbacké, avait même remis 1500 francs à Ablaye Niang en guise de récompense après sa prestation. Ses chants rythmiques et puissants ont longtemps tenu en haleine les inconditionnels de Serigne Touba. Malgré son talent inné et reconnu, Ablaye Niang n'est jamais entré dans un studio d'enregistrement et pourtant ses disques sont bien vendus sur le marché. Mais il ne s'en est jamais offusqué. Aujourd'hui, son héritage est assuré par ses enfants, à qui Ablaye Niang a transmis les rudiments de son art. Ndeye Fatou Niang assure la relève pour suivre les pas de son géniteur. Au marché Sandaga, où de nombreux commerçants mourides passaient en boucle ces récitals de Khassaïd, c'est la tristesse qui s'affiche. Les témoignages sont unanimes là également à son égard. Abdoulaye Niang était passionné par ce qu'il faisait et que la nouvelle génération de chanteurs religieux devrait s'inspirer de lui. Nafissatou Silla, reportage. RFM, la radio de toute l'actualité. Nafissatou Silla que nous allons retrouver dans un instant. Nafissatou Silla qui s'est rendu au marché Sandaga où les témoignages sont unanimes à l'égard de Ablaye Niang qui a donc tiré sa révérence. Nous vous proposerons son reportage peut-être lors de nos prochaines éditions ou au cours de ce journal. RFM 94.0, la radio en puissance. Le reste de l'actualité, c'est pour parler de la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic de migrants. Un nouveau partenariat a été signé entre le Sénégal et l'Union européenne. Une enveloppe de près de 6 milliards de francs CFA a été dégagée pour renforcer l'équipement et la formation des acteurs à travers le partenariat opérationnel conjoint qui vise à mettre en place un dispositif performant. Pabalagay. 64 enquêtes, 23 pour il y a de faux documents sur les documents de voyage et 23 filières de trafic de migrants ont été démantelées. Ces enquêtes se sont traduites par l'interpellation de 220 personnes, dont 71 ont été déférées devant la justice. Des résultats probants enregistrés dans les politiques de lutte contre l'immigration irrégulière en 2019, le ministère de l'Intérieur compte mettre les bouchées doubles pour mettre un terme à ce fléau. Selon Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, le partenariat opérationnel conjoint va mieux doter la partie sénégalaise en moyens de dissuasion. C'est un programme important qui devrait nous renforcer et toute la chaîne, donc ça concerne aussi bien la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, la CENTIF, la justice, pour que toute la chaîne soit prise en compte dans le cadre du trafic de migrants. Donc on va acquérir plus de connaissances et nous allons mettre nos différentes forces ensemble. Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson se dit rassurée par les engagements du Sénégal dans la lutte, même si elle reconnaît que les défis dépassent aujourd'hui les frontières étatiques. Essayons de traiter ensemble au Sénégal sont des défis dont la portée dépasse les frontières d'États individuels. Ce sont des défis aussi de portée régionale. À défis régionaux, des réponses régionales doivent être apportées. Entre autres solutions préconisées pour limiter les dégâts, l'offre d'opportunités d'emploi s'impose, ajoute l'ambassadeur. Tekifi, c'est ce que nous disons toujours. Et pour cela, il faut bien sûr accompagner les politiques très résolues du Sénégal de création d'opportunités, d'emploi, de formation dans des nouvelles filières, qu'elles soient industrielles, agricoles. Près de 9 millions d'euros, soit 6 milliards de francs CFA alloués au partenariat opérationnel conjoint, l'Union européenne et le Sénégal veulent désormais consolider la lutte par entente globale et inclusive. L'ONG Horizon Sans Frontières rejette ce nouveau partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. Elle soutient cette ONG que notre pays ne doit pas jouer le rôle de gendarme pour l'Europe pour des raisons économiques. Écoutons le président d'Horizon Sans Frontières
Boubacar Sey est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudjen. En matière de lutte contre la migration irrégulière, les dirigeants européens peinent à trouver un consensus et cherchent par tous les moyens à gérer ces flux en dehors des frontières de l'Europe. Raison pour laquelle Horizon Sans Frontières, organisation de défense, dit non à la politique d'externalisation des frontières européennes et fait appel au respect des conventions internationales en matière de droit d'asile. Car protéger les personnes dont la vie est menacée est non seulement un devoir moral, mais également une obligation à l'égard des règles internationales telles que la Convention de Genève de 1951 et le Pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile. Et c'est pourquoi nous disons non au Sénégal, qui ne doit en aucune façon jouer le rôle du gendarme de l'Europe pour des raisons de morosité économique. Ne pensez-vous pas quand même que l'État a le droit de s'impliquer pleinement dans la lutte contre l'immigration clandestine si on regarde les drames récurrents notés avec des Sénégalais qui meurent en Méditerranée en tentant de rallier les pays européens? Le Sénégal devrait pouvoir lutter en matière d'immigration clandestine tout simplement en s'attaquant à la cause principale qui est la pauvreté. Le débat dans notre pays devrait être comment retenir cette jeunesse, je dirais même cette richesse devenue un fardeau pour nos dirigeants. Et en ce contexte, le Sénégal ferait mieux de travailler, en tout cas, ou du moins de lutter pour des réformes des droits d'asile. Aujourd'hui, il faudrait que l'Europe s'adapte aux nouvelles donnes des migrations internationales parce qu'il y a toute une hypocrisie dans la gestion de ces crises-là et il faudrait une réforme des droits d'asile. 12h11, les étudiants orientés dans le privé à l'Institut privé de gestion en rassemblement ce matin pour exiger le paiement de leurs bourses et aides qu'ils n'ont pas perçues depuis 2017. Ces étudiants interpellent les autorités étatiques sur leur sort. Reportage Oumou Kalsoumli. Ils sont sortis en masse devant les locaux de l'Institut privé de gestion pour réclamer leurs bourses et aides. Ces étudiants orientés dans le privé disent n'avoir pas perçu leur argent depuis 2017. Cheikh Ibrahim Bité, étudiant en deuxième année en BTS. Nous voulons faire des réclamations concernant nos aides et bourses. Nous sommes orientés à l'IPG depuis 2017. Mais depuis lors, nous n'avons jamais reçu comme d'aide ni bourse. Alors que nos frères étudiants qui sont dans les autres établissements, eux, ils ont reçu leurs aides et bourses. Il y a même les étudiants qui ont été récemment orientés à l'IPG en 2018, eux, ils ont reçu. Mais nous, en tant qu'étudiants orientés en 2017, nous n'avons rien reçu. Donc c'est ce que nous déplorons. Ces étudiants, qui sont au nombre de 400, ont informé les autorités sur leur situation, mais ils peinent toujours à rentrer dans leurs fonds. Nous étions allés à la direction des bourses, nous étions aussi allés vers le ministère de l'enseignement supérieur. Nous sommes aussi allés vers la direction de l'Institut privé de gestion pour qu'ils nous disent où se trouve exactement le problème. Mais malheureusement, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien réagi. C'est pourquoi nous sommes procédés au plan B que nous sommes en train de faire là pour se manifester devant la presse pour qu'on nous attende. Ces étudiants orientés dans le privé à l'Institut privé de gestion en sont à leur plan B. Ils n'écartent pas de passer à une vitesse supérieure pour faire réagir les autorités. Parlons à présent des 103 mécaniciens interpellés hier sur le site de l'ancienne piste qui sont toujours en garde à vue à la gendarmerie de Ouakam. Ils seront déférés au parquet selon le directeur de la lutte contre les encombrements au ministère de l'Urbanisme. Le colonel Magat Mbaye parle de récidivistes qui reviennent toujours après leur déguerpissement. Il est au micro de Koumba Sandiane Faye. Ce qui s'est passé, on a planifié une opération avec le concours de la gendarmerie nationale, en tout cas la Légion de gendarmerie ouest, avec la compagnie de Dakar et la brigade territoriale de Ouakam. On a mené une opération de 9h à 13h. Ça a donné des résultats probants. On a interpellé 103 récidivistes, tous des mécaniciens. Malgré les sommations et tout, malgré 6 à 7 fois qu'on est venu ici pour des opérations d'encombrement, et ils reviennent pour que nul n'en ignore, force doit rester à la loi. Quand on les a interpellés, 103, on les a mis à la disposition de la brigade de gendarmerie territoriale de Ouakam, qui va faire le nécessaire pour les déférer au niveau du parquet. Et maintenant, ils seront mis à la disposition de la justice qui va en décider. Pour lancer un signal fort, pour dire à tous les Sénégalais qu'il y a des opérations, des encombrements de grande envergure qui sont en train de se dérouler sur l'ensemble du territoire de la République. Et chaque fois qu'on dégage, force est de constater que les gens reviennent, comme au niveau du rond-point de Liberté 6, ici sur les deux voies de l'ancienne piste. Maintenant, nous sommes passés à la vitesse supérieure. C'est automatiquement des arrestations et la mise à disposition à la justice. Ça doit être clair pour tout le monde. On va occuper le terrain et chaque fois qu'ils reviendront, on va leur tomber dessus, les interpeller et les mettre à la disposition de la justice. RFM, partout, tout le temps.
La ministre de la Jeunesse reconnaît des manquements dans la gestion du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires. C'est en réaction à l'article paru hier de nos confrères de l'Observateur sur un nouveau scandale au PRODAC. Ces manquements ont été décelés par un rapport d'audit du Bureau Organisation et Méthode. Néné Fatoumata Tall précise toutefois que des mesures ont été prises pour corriger les anomalies notées. Elle était l'invitée de RFM Matin. Par lettre datant du 9 juillet 2019, nous avons écrit au BOM, Bureau Organisation et Méthode, rattaché à la présidence de la République. Nous leur avons demandé de venir faire un audit organisationnel au niveau du PRODAC. Ce qui a été fait, les résultats ont été donnés à la présidence de la République et il y a des orientations qui ont été données, des recommandations. Mais il y a eu beaucoup de manquements qui ont été constatés, comme une masse salariale énorme de 137 millions ou bien des recrutements abusifs. Comment vous appréciez cette situation et qu'est-ce que vous allez faire? Ces manquements-là ont été notés. Nous en avons parlé la dernière fois au niveau de l'Assemblée nationale face aux représentants du peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de redresser, de revoir l'organisation, la masse salariale, vous l'avez dit, et autres. Donc, des contrats à terme ont été arrêtés. Nous avons dégonflé aussi la boîte en diminuant le personnel. Je pense que nous sommes sur cette voie-là. Donc, nous sommes venus pour réorganiser, redynamiser le PRODAC et c'est sur cette lancée-là que nous avons entrepris de faire des audits et ces audits ont donné des résultats qui nous ont conduits à dégonfler la masse salariale et sur ce, nous avons eu des résultats comme une économie de 20 millions de francs CFA. Les résultats des prélèvements sur un cas suspect de coronavirus à Kolda sont attendus dans la journée. Ce touriste français est mis en quarantaine dans l'hôtel où il séjourne. D'autres résultats de prélèvements sont attendus aussi à Tambacounda. Cela fait suite à la mort d'un Français dans des conditions non encore déterminées. Les interrogations subsistent sur l'état médical de cet homme. L'épidémie du Covid-19 en Afrique, 11 pays africains sont maintenant touchés. L'Égypte est à ce jour celui qui enregistre le plus grand nombre d'infections, 59 en tout, 106 cas au total sur le continent africain avec 2 décès. On fait le point avec Anna Rocha. Il y a encore 10 jours, le faible nombre de cas détectés de Covid-19 en Afrique suscitait de nombreuses interrogations, notamment de la part des experts en santé. Jusqu'au 27 février dernier, seuls 2 cas de contamination avaient été recensés sur le continent, un en Égypte et l'autre en Algérie. Mais depuis, le coronavirus s'est bien installé en Afrique. 106 cas ont été recensés dans 11 pays. L'Égypte est actuellement le pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent, avec 59 cas confirmés. L'Algérie vient en deuxième position avec 20 cas et pour compléter ce trio de tête, l'Afrique du Sud avec 7 cas. La Tunisie en est à 6. 2 pays enregistrent 3 cas, à savoir le Sénégal et le Maroc. Le Nigeria, le Burkina et le Cameroun recensent chacun 2 cas et puis le Togo et la République démocratique du Congo 1 cas chacun. 2 cas de décès ont été tout de même enregistrés. Une patiente de 89 ans qui a rendu l'âme hier à Casablanca, ainsi qu'un touriste allemand décédé, lui, dimanche dernier, en Égypte. C'était d'ailleurs le premier mort lié au Covid-19 en Afrique. Et nous reparlons de la disparition de El Hadj Abdoulaye Niang ces dernières heures à Saint-Louis. Je vous disais tout à l'heure que nous avions effectué un reportage au marché Sandaga où la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse. Les témoignages sont unanimes. Reportage Nafissatou Silla. Un homme passionné, dévoué au poème de Serigne Touba, c'est ce que retient Cheikh Ndiaye de Abdoulaye Niang. J'adorais écouter ces chants. Pratiquement toutes les nuits, je m'endors aux côtés de ma radio en écoutant ces chants. Il était dévoué, l'argent ne l'intéressait pas du tout. Vraiment, il m'impressionnait beaucoup, surtout lorsqu'il attachait son foulard autour de sa ceinture. Cheikh Ndiaye, de ses 58 ans, idolâtrait le chanteur de Khassaïd. J'aimais aussi l'imiter quand j'étais plus jeune. Quand il chantait, il le faisait avec le cœur. Les mourides l'apprécient. Trouvé en train de lire des Khassidas, Baye Mbaye vient d'apprendre la disparition de Abdoulaye Niang à l'instant même. L'air triste, il nous livre son témoignage. Tous les mourides le connaissent bien. Sa façon de chanter était particulière. Il se tuait à la tâche.
Baye Diouf et Cheikh Ndiaye recommandent à la nouvelle génération de chanteurs religieux de s'inspirer de ce fervent talibé de Serigne Touba. Il était particulier ce monsieur. La jeune génération de chanteurs doit suivre ses pas. Vraiment, les jeunes chanteurs religieux doivent être plus sérieux et ne pas se focaliser juste sur l'argent. Ils doivent prendre exemple du défunt. Abdoulaye Niang, l'illustre laudateur de Serigne Touba, avait perdu l'usage de sa voix dans les années 90, mais ses chants passent encore sur certaines ondes de radio. RFM. L'actualité internationale. À 12h20, rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Mali et les conditions posées par Iyad Agali. Le terroriste a posé comme condition de négociation avec Bamako le départ des troupes étrangères, Barkhane et MINUSMA. Quelle analyse faut-il en faire? Nous avons posé la question au journaliste écrivain Serge Daniel, basé à Bamako, qui dit que le chef rebelle d'Ansar Dine ne veut pas négocier en position de faiblesse. Iyad Agali veut discuter, évidemment, mais il ne veut pas discuter en position de faiblesse, il veut discuter en position de force, parce qu'il pose tout de suite une condition qu'on ne peut pas du tout accepter, c'est-à-dire le départ des forces étrangères et le départ de la MINUSMA. Si les forces étrangères, les forces françaises Barkhane et la MINUSMA quittent le Mali, évidemment, je suis persuadé que les djihadistes vont regagner très rapidement du terrain. Donc en fait, je dirais qu'il souffle le chaud et le froid. Il veut des négociations, mais il veut baliser le terrain, ne pas négocier en position de faiblesse. En fait, je dirais qu'il souffle le chaud et le froid. Il veut des négociations, mais il veut baliser le terrain, ne pas négocier en position de faiblesse face justement à ces djihadistes. C'est très important. L'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut savoir quand même que tout le monde commence par être fatigué de la situation. Au sein des groupes djihadistes qui recrutent, c'est quand même difficile, de plus en plus difficile. Les jeunes ne sont plus forcément motivés. Ils se demandent pourquoi ils sont dans ces rangs. Et puis les nourrir, les endoctriner, c'est une entreprise quand même extrêmement difficile. Donc je crois que Iyad Agali tient compte de ça. Lui-même, là où il est aujourd'hui, il ne peut plus tenir une réunion de 10 personnes parce que vous avez les satellites américains, vous avez les drones américains, vous avez les satellites de l'armée française qui guettent quand même. Donc, et évidemment, je ne dirais pas qu'il est essoufflé, mais à un moment, on fait la guerre, à un moment, on fait la paix. Je crois qu'il est en train de chercher le juste milieu pour voir comment s'en sortir. Le président bissau-guinéen termine sa visite officielle de 48 heures au Sénégal. Oumaro Sissoko Embalo est arrivé hier au Sénégal pour une visite d'amitié de 48 heures. Au menu de sa visite, le renforcement de la coopération entre Dakar et Bissau. Après le Sénégal, le président bissau-guinéen est attendu au Niger et au Nigeria attendu à Dakar. Le président de la Gambie, Adama Barrow, arrive ce soir. C'est pour un conseil présidentiel prévu demain au King Fahd Palace en Gambie pour suivre le reportage de Wuri Diallo. Le pays de Barrow manque d'infrastructures routières. Pour dire vrai, 13 km de route, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est un point de plus pour le chef de l'État et son gouvernement. Voilà résumé les propos d'un citoyen que nous avons interrogé, mais qui préfère se prononcer dans l'anonymat. Pas question pour lui de se faire enregistrer, encore moins de donner son nom. Le monde n'est plus sûr, selon ses dires. Alors, à propos de ce bon point dont parle notre interlocuteur anonyme, soit et certes, Saleh reconnaît Fodé Koroma. Fodé réside au quartier Ibo Town, dans la municipalité de Kanifing. Les infrastructures, il en existe, mais pas du tout suffisant, alors que le développement du pays passe nécessairement par la construction d'infrastructures de base comme écoles, hôpitaux et routes, entre autres, explique Fodé Koroma. Eh bien, ces infrastructures, la Gambie en souffre énormément. Le pays ne compte en guise d'exemple qu'un seul stade répondant aux normes de la FIFA et ce stade, c'est l'Independence Stadium de Bakau. C'est dire à quel point donc les infrastructures manquent ici, à la fois honteux et pathétique pour reprendre le commentaire de notre citoyen. Et cela, les autorités le savent. C'est pourquoi des efforts sont en train d'être faits et ils seront soutenus, ces efforts, pour doter le pays d'infrastructures, surtout routières, pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, à en croire le ministre
ministre gambien du Travail, des Transports et des Infrastructures, Baye Lamine Diop. C'est pour nous une des priorités. Infrastructure est en tout cas l'un des 8 points qui figurent dans le plan stratégique de développement national que le gouvernement de la Gambie suit pour arriver au développement. Un développement toujours promis par les 3 régimes qui se sont succédés à la tête de la République, de l'indépendance à nos jours, mais hélas, toujours attendu par le peuple gambien. RFM à Banjul, Ouri Diallo. Un cas suspect de Covid-19 en Mauritanie. Il s'agit d'un employé de la mine d'or de Tassiast dans le nord du pays. Le patient développe une fièvre depuis son retour d'Allemagne. Il a été mis en quarantaine et les résultats de ses analyses médicales attendus aujourd'hui. Wuhan, épicentre du Covid-19, les activités ont repris. L'annonce a été faite aujourd'hui par les autorités chinoises à Wuhan, d'où est parti le coronavirus. Les entreprises vont reprendre leurs activités progressivement à Wambaye. À Wuhan, le berceau de l'épidémie de coronavirus, les entreprises reprennent vie petit à petit après un long moment d'arrêt dû à une forte progression de la maladie dans cette ville. Ce mercredi, les autorités ont d'ailleurs annoncé que certaines entreprises peuvent reprendre leurs activités sans délai. C'est celles qui produisent ou fournissent des biens et services nécessaires à la vie quotidienne et aux soins médicaux. Par contre, les autres firmes devront obtenir une autorisation ou commencer plus tard. Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants où a débuté l'épidémie de coronavirus fin 2019 et qui a subi plus de 6 semaines d'une quarantaine particulièrement stricte. Voilà, Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Nous discuterons de l'exploitation illégale et du trafic de bois sénégalais via la Gambie. Prétexte la diffusion d'une enquête de la BBC sur la question et le Conseil présidentiel sénégalo-gambien prévu demain. Et pour en parler, nous serons avec Abdoulaye Cissé, président de SOS Environnement section Kolda, et le colonel Momar Gueye, ingénieur des eaux et forêts à la retraite et ancien conservateur des parcs nationaux. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Football d'abord. Les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2021 menacées par le coronavirus. La Gambie et le Kenya demandent le report de leur match. La fédération kenyane qui considère qu'il y a un risque puisque la majeure partie des joueurs comoriens évoluent en France. Pour la Gambie, c'est son sélectionneur belge qui demande un report pour cause plusieurs internationaux gambiens évoluent en Italie, un des pays les plus touchés par le coronavirus. Tom Senfield a été interviewé par le correspondant de la BBC en Gambie, Mamadou Ba, que nous avons joint à Banjul. C'est le sélectionneur qui l'a annoncé dans une interview qu'il a faite avec la BBC. Il demande à la CAF de reporter le match qui devait opposer la Gambie au Gabon les 26 et 30 mars prochains. C'est à cause du coronavirus puisque 7 des 23 joueurs gambiens évoluent en Italie. Parmi eux, il y a le vice-capitaine Oumar Koli qui évolue à Sampdoria de Gênes. Au cas où les joueurs ne pourraient pas faire le déplacement, ça devrait être difficile pour la sélection parce que ce sont des joueurs clés et ici en Gambie, beaucoup pensent que le sélectionneur a raison et que la CAF doit accepter sa requête. Youssouf, c'est dans ce contexte de coronavirus que se jouent les 8e de finale retour de la Ligue européenne des champions. Ce soir à 20h, le Paris Saint-Germain va tenter de renverser le Borussia Dortmund qu'il avait battu à l'aller par 2-1. Kylian Mbappé, absent des 2 dernières séances d'entraînement, était présent ce matin au camp des loges lors du réveil musculaire. Le joueur qui souffrait d'angine a été testé négatif au coronavirus. On saura d'ici ce soir s'il fera partie du groupe du PSG qui va donc affronter le Borussia Dortmund. Le match va se jouer à huis clos, c'est connu, mais entre 2000 et 3000 supporters sont attendus devant le Parc des Princes. Le collectif Ultra Paris a obtenu la délégation de la préfecture de police pour se rassembler aux abords du stade pendant le match qui va donc opposer le PSG à Dortmund. L'autre 8e de finale retour va opposer
l'équipe de Liverpool de Sadio Mané à l'Atlético Madrid, toujours à 20h. À l'aller, les champions en titre avaient perdu en Espagne par 1-0, des matchs à suivre sur la RFM. Des joueurs d'Arsenal mis en quarantaine. L'annonce a été faite par le club londonien qui devait donc affronter ce soir Manchester City. La Première Ligue a annoncé le report du match pour cause. Les joueurs d'Arsenal ont été en contact avec ceux de l'Olympiakos, un club grec dont le président est atteint du coronavirus. Evangelos Marinakis a été vu sur la pelouse de l'Emirates après la victoire de son club. C'était lors des 16e de finale retour de l'Europa League. Ce jour-là, il y avait 2 Sénégalais titulaires avec l'Olympiakos. Il s'agit de Pape Abdou Cissé et de Ousseynou Ba. Tous les 2 défenseurs, la mesure de quarantaine donc devrait également les concerner. Et puis la finale de la Coupe de la Ligue française a été reportée. Elle devait opposer ce 4 avril le Paris Saint-Germain à Lyon au Stade de France. Aucune autre date n'a été retenue pour le moment. Le Covid-19, fil conducteur de votre journal des sports. En rugby, le Barthès Trophy U20 reporté à cause du coronavirus. Le tournoi continental Suleiman devait se tenir entre le 19 au 26 avril à Nairobi. Le Kenya interdit depuis le 6 mars toutes les réunions, conférences et événements d'envergure internationale sur son territoire. Le Sénégal est parmi les 8 équipes qui devaient donc y participer. La décision est compréhensible selon le directeur technique national de rugby, Jacques Bassène, que je vous propose de suivre. Nous avons reçu la notification du report du tournoi des moins de 20 ans au rugby qui devait se dérouler au Kenya. C'est une décision que nous avons reçue et respectée car nous trouvons que c'est normal. Nous ne devons pas amener éventuellement le virus au Kenya ou le ramener au Sénégal. Donc c'est une décision qu'on respecte énormément. Alors, ceci a pour conséquence bien sûr le report du tournoi peut-être au mois d'octobre ou novembre. Nous n'avons pas encore été saisis de façon officielle, mais nous pensons que ce sera à cette période-là. Donc la préparation va nécessairement être modifiée parce que la compétition a changé. Mais cela dit, nous allons quand même maintenir le camp d'entraînement que nous avons prévu au mois d'avril. Nous allons le maintenir et être concentrés sur notre objectif qui ne change pas. Jacques Bassène, c'est le directeur technique national du rugby. Et puis en plus bref, les équipes nationales masculines juniors et féminines seniors de football vont donc présenter leur trophée cet après-midi. Les U20 ont remporté la Coupe arabe de la catégorie en Arabie Saoudite. Quant aux Lions, elles ont gagné le tournoi de l'UFOA en Sierra Leone. C'est d'ailleurs donc le premier trophée du foot féminin sénégalais. Une cérémonie est prévue cet après-midi dans un hôtel de Dakar. Youssouf Bodian, merci.